Allô. Polysleep est de retour. Cet épisode est une présentation de Polysleep. Polysleep, c'est une compagnie de matelas canadienne, québécoise, montréalaise. Wouh! C'est une compagnie de matelas et tu as 25% de rabais si tu utilises le code promo LEVAC25. La raison pourquoi je crie, c'est que c'est en majuscule. Il faut que tu écrives LEVAC en majuscule 25. Ce qui est cool avec Polysleep, j'en ai un chez moi, c'est très confortable. Et tu as 25% de rabais. 25%. Crache pas là-dessus. 25% pour Polysleep. Et ce qui est cool avec Polysleep, c'est qu'ils ont une technologie qui aide les points de pression. Alors, c'est une technologie que quand tu es là, tu te sens bien, là, tu dors bien. Et c'est très, très, très cool, bien dormir. Quand tu dors bien, tu cries moins. Je sais que je suis le pire exemple. Puis les gens normaux, quand ils dorment bien, ils crient moins. Et ça, c'est bon. L'épisode d'aujourd'hui est spécial. Je reçois un intellectuel, Philippe Némé-Nombré. C'est un gars qui fait son doctorat en sociologie. C'est un homme que je trouve fascinant sur Twitter. C'est un homme que j'ai entendu un peu partout, à la radio, à la télévision, commenter des questions. Il parle beaucoup de la police, il parle beaucoup des questions raciales, il parle beaucoup de hip-hop. Je le trouve fascinant. Et je voulais l'entendre devant moi. Alors ensemble, on a parlé de la police, on a parlé du hip-hop, on a parlé de l'esclavagisme, on a parlé des relations entre les Noirs et les Autochtones. J'ai trouvé ça super le fun. On a parlé aussi de racisme systémique. J'ai trouvé ça fascinant. Voilà. Je trouve que ce gars-là est très, très, très intéressant. Il présente des idées innovatrices et au lieu d'essayer de les résumer tout croche, je vais lui laisser la parole. Alors, je me tais et je vous laisse avec Philippe Némé-Nombré. Bon podcast! Oh ouais! Merci d'être avec moi. Merci beaucoup. Ben là, ça me fait plaisir. Merci de m'inviter. Plaisir. Je t'ai découvert sur Twitter. Je t'aime beaucoup sur Twitter. Suivez son Twitter. C'est extraordinaire. Si vous voulez rire et être informé, c'est le meilleur Twitter. Je vais être un petit peu abrupt. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais plein de petits trucs éparpillés, mettons. Mais mon occupation principale, c'est de finir d'écrire ma thèse de doctorat en sociologie. Je travaille grosso modo, là, c'est toujours... dire sur quoi on fait une thèse, c'est un peu angoissant, là, mais essentiellement, je travaille sur les relations entre les communautés noires et les communautés autochtones au Québec. Wow! Ouais. OK, déjà, ça me fascine, parce que je connais très peu de choses sur les communautés autochtones. C'est quoi les liens entre ces deux communautés? Ben c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plein, mais il n'y a pas de travaux qui ont été faits là-dessus tant que ça. Ça fait dans le fond, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de liens parce que, par exemple, au Québec, dès le début de la colonisation, il y a eu des esclaves. Il y a eu des esclaves noirs et il y a eu des esclaves autochtones. Fait que déjà là, à l'intérieur d'un même cheptel, comme on dit, il y avait des relations. Ça fait que certainement qu'il y a eu aussi des solidarités, des choses comme ça. Puis ça, ben, ça s'est continué jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 60, on l'a vu aussi. Aujourd'hui, quand on parle de Idle No More, Black Lives Matter, il y a des démonstrations de solidarité. Fait qu'il y a énormément de choses. C'est juste que au Québec, parce qu'ailleurs, on l'a fait. Aux États-Unis, il y a des travaux là-dessus. Dans le Canada anglais aussi. Mais ici, il y a à peu près rien. Ça fait que l'idée, c'est de sceller ça, si on veut, de dire voici ces solidarités-là, puis voici comment on peut les comprendre. Fait que, tu sais, c'est autant des solidarités politiques, il y a des proximités spirituelles à certains égards, il y en a aussi artistiques, esthétiques. Fait que c'est un peu tout ça que j'essaie de mettre en place. Wow! Ouais. Tu l'as mentionné, puis ça me fascine parce que c'est un truc qui est souvent discuté, mais pas vraiment. Qui est mentionné, mais qui est rarement discuté. L'esclavagisme au Québec. Écoute. Parlons-en. Il y a question froide. Est-ce qu'il y a déjà eu des esclaves au Québec? Il y a eu des esclaves depuis le tout début. OK. Allons-y. Qui était esclave et à qui appartenaient les esclaves? Qui était esclave d'abord? Les populations noires africaines, un peu comme partout à l'échelle de la planète à ce moment-là, mais aussi les populations autochtones et au Québec plus qu'ailleurs. Ça fait que ça, puis
Puis après, au niveau des propriétaires, ça a été autant... Bon, après, au niveau des chiffres exacts, je les oublie, là, mais ça a été des propriétaires français autant que britanniques. Pas mal à toutes les époques de l'esclavage en Nouvelle-France, ensuite dans le Bas-Canada, dans la province of Québec. Ça a été assez partagé. Ouais. Wow! Ça a duré combien de temps? Ça a fini... Tu sais, la fin de l'esclavage, c'est-à-dire que le moment clair où on détermine que l'esclavage dans l'Empire britannique est fini, c'est pas exactement... Ça, c'est pas à couper au couteau. Là. C'est pas ça, c'est le 17 septembre, c'est fini l'esclavagisme, puis le 18, il n'y en a plus. Là. C'est ça. Puis en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y en avait déjà presque plus à ce moment-là, mais ce serait 1834. Et aussi... Oh, c'est tard. C'est très tard, 1834. C'est moins tard qu'aux États-Unis, mettons. Je comprends, c'est vrai. Mais c'est tard. Je crois que c'est les années 60, c'est ça? 1800, la guerre de sécession, c'est... Wow! Aussi, un autre truc qui m'intéresse, parce que l'idée, souvent... Moi, si je me trompe, là, c'est toi qui connais ça. C'est pas parce que c'est la fin de l'esclavagisme que les Noirs, tout va bien. C'est pas non. Le 17 septembre, je suis esclave, le 18, je travaille à la banque. Exactement. Alors, c'est quoi la période de transition? Ben, la période de transition, on est peut-être encore dedans, là. OK. Mais ce qui arrive, c'est que à partir du moment où l'esclavage est aboli, disons formellement, bon, il y a des choses qui changent dans la loi, il y a des choses qui changent aussi dans la vie des gens, mais ce qui arrive, c'est que ce qui faisait la vie d'un esclave, c'était de pas, par exemple, avoir la liberté de mouvement, des choses comme ça, d'avoir à travailler sans être libre de sa force de travail, des trucs comme ça. Mais ça change pas à proprement parler. Ce qui change, c'est la manière de dire ces choses-là. C'est-à-dire que tu as le droit de te promener partout dans la ville, mais on va te surveiller si tu es dans tels endroits. Tu as le droit de travailler où tu veux, mais tu travailles à un salaire tellement bas qu'il faut que tu travailles tout le temps. Des choses comme ça qui font en sorte qu'on parle plus d'esclavage. On change tes chaînes. Ben, c'est ça. On change des petites choses. Fait qu'on parle plus d'esclavage, on parle de suggestion, on peut utiliser d'autres mots, mais grosso modo d'oppression quand même, qui n'est pas dans une structure qu'on appelle l'esclavage à partir de ce moment-là. Puis, pour beaucoup de gens, moi j'en fais partie, je pense qu'on vit encore cette après-vie-là de l'esclavage aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, l'accès au logement, qui est surveillé dans la rue, la brutalité policière et ainsi de suite, c'est des résidus de ça. En fait, c'est une reconduction de cette même logique-là qui est plus esclavagiste, mais qui est basée sur des principes assez similaires, finalement. Qu'est-ce que tu réponds à l'argument « OK, mais ce que tu viens de dire, c'est faux. Parce que ben là, t'es pas un esclave, t'es à l'école, tu peux communiquer, tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est un argument qui revient certainement souvent, là. Je pense que c'est pas parce qu'il y a eu des gains qu'on peut pas comprendre les structures pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que moi, le fait que, par exemple, je puisse aller à l'école, ça fait pas pour autant en sorte que, si on regarde les statistiques, l'accès est différencié. Si tu es une personne noire qui vit dans tel quartier, statistiquement, là, concrètement, tu auras un accès plus difficile à telle et telle ressource, à tel et tel service. Fait que l'idée, c'est pas de dire tout le monde subit la même chose parce que les structures existent. C'est de dire ces structures existent et donc, pour tel groupe dans la population, l'accès à X, l'accès à Y est plus difficile, plus compliqué. Puis ça, ben, ça s'inscrit dans une logique qu'on peut profiler sur plusieurs siècles, finalement. Fait que c'est ça. Quelqu'un qui me répond ça, j'ai dit, t'as raison, d'accord, mais c'est pas de ça que je parle. Je comprends. Je comprends. On parle souvent dans les médias de racisme systémique. Oui. Et le débat, c'est pas... Il y a plusieurs débats. Je trouve que la question, c'est pas souvent c'est quoi l'impact du racisme systémique, c'est si ça existe ou pas. Ouais. C'est quoi ta réponse à le racisme systémique, ça n'existe pas? Je sais pas toi, là, mais moi, je suis tanné qu'on ait ce débat-là, mais je pense que c'est la réponse la plus simple, la plus facile, ce serait de dire quand il y a des effets racistes ou il y a des situations racistes et que tout le monde se dit pas raciste, où est-ce qu'on regarde? On regarde, parce que je veux dire, c'est de là qu'on parle. Qui est raciste? Il n'y a plus de racistes. Il y en a, mais on... Il y a du racisme, mais il n'y a plus de racistes. Exact. Ah, c'est une belle nuance. Fait qu'à partir de là, comment on fait? Où on regarde? Pour moi, c'est très évident de me dire, c'est dans des normes, des règles qu'on s'est données collectivement.
qu'on peut trouver des réponses à nos questions. Ça fait qu'est-ce qui fait en sorte que quelque chose qui est égal, tout le monde a le droit, par exemple, c'est la même idée que de dire personne n'a le droit de dormir dehors, ni les riches, ni les pauvres. Je veux dire, c'est une règle qui est égale. Tout le monde est soumis à la même règle, mais on sait très bien comment, dans la pratique, ça se répercute. Ça fait que c'est le même principe avec le racisme systémique. C'est exactement la même chose. C'est de dire quelque chose qui est une norme ou une règle qui a été pensée pour tout le monde peut avoir des effets X et Y sur des populations X et Y. C'est aussi simple que ça. Puis à partir de ce moment-là, il faut juste essayer de les changer puis de penser dans une perspective d'égalité. À partir de là, c'est aussi simple que ça. Aurais-tu des exemples de racisme systémique? Ben là, je veux dire, j'aurais envie de te demander où est-ce qu'il peut ne pas y en avoir. Dans la mesure où on a, dans les dernières années, si on pense par exemple au système de santé, on pense au système d'éducation, on pense au logement. Tu sais, par exemple, dans le logement, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, moi, si je visite un logement, puis que la personne a des biais racistes plus ou moins avoués, ben, choisisse et puisse choisir de ne pas me donner un logement s'il n'y a pas d'autre raison que sa capacité à elle de faire des choix. C'est-à-dire, si on n'a pas mis les balises en place pour empêcher réellement ce genre de truc-là, ben, ça fait nécessairement en sorte que les personnes qui sont racisées ont moins accès au logement, par exemple. Dans l'emploi, c'est assez pareil. Dans le système de santé, si on n'a pas mis en place des mécanismes pour comprendre les réalités des personnes et des communautés autochtones, on a beau avoir les mêmes règles pour tout le monde. Si tu ne comprends pas ton patient, ta patiente, c'est sûr que cette personne-là est désavantagée face à un médecin, c'est aussi simple que ça pour moi. Puis ça, ben, on pourrait dire c'est pire à tel endroit, pire à tel autre endroit, mais je pense que c'est un peu partout. Je pense qu'il faut constamment penser à ces éléments-là, puis pas juste pour les questions de racisme. Pour les questions de genre, c'est la même chose. Pour les questions de diversité sexuelle, c'est la même chose. Il faut toujours essayer de voir où est-ce qu'on a des angles morts quand on met en place des processus, des systèmes, bref, des manières de vivre ensemble. C'est quoi nos angles morts? Ça semble être Il y a beaucoup de gens qui veulent que le premier ministre François Legault et le gouvernement reconnaissent le racisme systémique. Ce que j'arrive pas à saisir, c'est concrètement, qu'est-ce que ça va changer si François Legault dit « Je reconnais, ça existe ». Qu'est-ce qui change après qu'il ait prononcé ces mots-là? Je pense que ça va faire du bien à bien du monde. Je pense que c'est peut-être la première chose. Je pense qu'il y a des gens qui vont se sentir entendus. Puis je pense pas que c'est négligeable. Après ça, moi, c'est plate à dire, mais je pense que j'ai peu d'espoir que si on en arrive à un point où, par exemple, le gouvernement de la CAQ, François Legault, à plus forte raison, se sent obligé de reconnaître ça à cause des pressions, je pense pas que ça va signifier que les choses vont changer pour autant. Je pense que la preuve a été faite à répétition que si jamais François Legault en vient à reconnaître le racisme systémique, ce sera pour tout, sauf parce qu'il croit à l'utilité de ce concept-là. Ça fait que moi, au point où on en est, je pense que ça ne changerait rien. OK, wow. Et pourquoi, selon toi, il ne veut pas le reconnaître? Pourquoi il refuse? Écoute, je pense qu'il y a plein de raisons différentes. Des fois, j'ai l'impression que, de manière très honnête, il ne croit pas à ça. Mm-hmm. D'autres fois, j'ai l'impression, puis c'est sûr qu'il nous donne des munitions pour penser ça, des fois, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Mais j'en doute quand même. Fait que la troisième option que je me dis, c'est que probablement que c'est un calcul qui est assez fin. Je pense qu'il sait qu'une bonne partie de la population ne veut pas entendre parler de ça, puis ça donne... Une population qui vote pour lui. Par pur hasard, c'est une population qui vote pour lui. Fait que je pense que c'est dans le fond, c'est un excellent move là, de ne pas reconnaître le racisme systémique pour François Legault. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas surprenant. Tu as un sujet de prédilection, c'est une des raisons pourquoi je te suis sur Twitter. La police. Yeah!
Qu'est-ce que tu penses de la police au Québec? Surtout, non, plutôt, qu'est-ce que tu penses du SPVM? Qu'est-ce que tu penses de la police à Montréal? Est-ce qu'on a une bonne police à Montréal? Est-ce qu'on a une bonne police à Montréal? Ou plutôt, je reformule la question. Qu'est-ce qu'il y aurait à changer dans la police à Montréal? OK, ben tu veux que je parte du big picture ou qu'on On a du commence temps? tout petit? Allons-y tout petit. On a OK. du temps. Ce qu'on devrait changer, c'est qu'on devrait abolir la police, à mon avis. OK. Mais après ça, je pense pas que ça va se faire demain matin. Même à la limite, j'aurais certaines craintes si demain matin, ça se faisait du jour au lendemain. Ça fait que c'est pas vraiment là que je pense que notre champ d'action est le plus efficace, c'est-à-dire à répéter ça sans cesse nécessairement. Je pense, par exemple, qu'on peut changer les choses dans le sens de diminuer la présence de la police dans nos vies sur un long terme, sur un moyen terme, de diminuer la compréhension qu'on a de la sécurité collective et de réduire finalement les pouvoirs qu'on accorde à la police. Parce que présentement, la police, pour répondre finalement à ta question, un des gros problèmes, c'est que on lui donne finalement toutes les missions. On demande à la police de s'occuper évidemment de ce qui est de la criminalité violente. Ce qu'on considère comme la criminalité violente, effectivement, mais on va demander aussi à la police de s'occuper des enjeux de drogue, de travail de sexe, de logement à certains égards, parce que c'est eux qui interviennent auprès des sans-abri. On va leur demander d'intervenir sur énormément de sujets et d'enjeux pour lesquels, finalement, on a des personnes qui sont formées, bien plus que la police pour ça, mais qui ont bien moins d'argent pour le faire. Donc ça, je pense que, globalement, c'est peut-être cette idée-là que ce qu'on comprend comme la sécurité, puis le vivre ensemble, puis qu'est-ce que ça veut dire se sentir bien collectivement, puis se sentir en sécurité. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit revoir, parce que pour l'instant, on envisage la police comme la seule chose qui peut nous rendre en sécurité. Puis je pense que dans une campagne électorale, municipale, comme celle qu'on a vécue au mois d'octobre, c'est précisément ça qui est reflété. Les Montréalais se sentent pas en sécurité, plus de police. Comme s'il y avait un lien clair entre les deux. Je pense que c'est ça. C'est notre cadrage de ça qui doit changer. Puis je pense qu'à terme, l'idée, c'est de réduire significativement, que la tendance, ce soit de réduire la place que la police prend dans notre gestion collective du vivre ensemble puis de notre bien-être, finalement. Ah, génial. Parce que ça crée de la violence, la police. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement que ça... En fait, puis d'ailleurs, c'est un mensonge de penser que la police peut prévenir le crime. La police arrive généralement après. On appelle la police. On appelle la police. On appelle la police. Je veux dire, il y a un roman, puis il y a un film de Tom Cruise là-dessus. L'idée de Minority Report, c'est imaginer si on pouvait prévenir les crimes, puis on pouvait intervenir avant. C'est ça le fantasme philosophique, si on pouvait, puis est-ce qu'on pourrait faire ça? Moi, ça me fait vraiment peur, ces affaires-là. Ben, en tous les cas, pour l'instant, on appelle la police. Après, je pense pas que tout est inutile dans ce que la police fait. Tu sais, des enquêtes, il faut qu'on puisse mener des s'il y a un meurtre, c'est pas juste... Non, c'est ça. Je pense juste que ça peut être fait de manière civile. Ça n'a pas besoin d'être l'institution policière qui s'occupe de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de ne pas prévenir la violence, la police en crée. Elle crée de l'insécurité, elle judiciarise des gens, des jeunes, par exemple, qui auraient pu avoir un avenir X et qui finalement ont un avenir Y parce qu'à partir du moment où on entre dans le système de justice pénale, il y a énormément de choses qui se mettent en branle. Il y a des gens qui meurent à cause de la police. Fait que c'est pas seulement que la police n'est pas utile, c'est aussi qu'elle est dangereuse. Moi, c'est comme ça que je vois ça. J'essaie de... Je suis convaincu qu'il y a des gens qui t'écoutent et qui font abolir la police, c'est impossible. Mm-hmm. Tu viens de dire un truc aberrant, impossible. Essaie de défendre cette idée-là. Comment tu le ferais? Bien, abolir la police, je pense que ça fait peur à cause du mot, déjà. Mais si on prend le mot pour ce que les abolitionnistes veulent dire, je pense qu'il faut l'entendre de deux façons. Ça veut dire, c'est vrai, ça veut dire détruire quelque chose qui existe. Mais ça, c'est seulement la moitié de ce que abolir veut dire. L'autre moitié, c'est détruire pour créer quelque chose ensuite. Puis l'idée, c'est pas de dire tout va bien, il n'y a pas de violence, on n'a pas besoin d'avoir des mécanismes collectifs pour gérer ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est de dire on doit revoir ça. On est capable, collectivement, de créer
des mécanismes, des institutions, des processus pour gérer la violence autrement qu'en créant plus et autrement qu'en finalement se faisant croire qu'on est en train de s'aider puis d'être en sécurité. Donc, l'idée de l'abolition de la police, pour moi, c'est de dire la police est là, d'ailleurs, historiquement, pour des raisons très précises. Ça, je vais revenir. Ça m'intéresse. On pourra y revenir, mais essentiellement, c'est pour protéger le capital. Bon, on part de ça. La police est là pour ça. Elle fait ça présentement, c'est-à-dire, elle réduit pas vraiment la violence et en plus, elle en crée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour parvenir aux objectifs qu'on se dit qu'on veut atteindre, c'est-à-dire être en sécurité, gérer convenablement la violence? Les abolitionnistes disent, commençons par se défaire de cette institution-là problématique et mettons en place, ce faisant, des processus beaucoup plus adaptés à nos réalités, aux besoins des communautés, aux besoins aussi des populations marginalisées, parce que ça, c'est un gros problème. La police sévit pas sur tout le monde de manière égale. Fait que prenons tout ça en compte et revoyons finalement notre façon d'être en sécurité, de se sentir bien ensemble collectivement. C'est aussi simple que ça. Fait que quelqu'un pourrait me dire l'abolition de la police, c'est radical. Puis je dirais oui, absolument, c'est radical, mais c'est très, très simple. Fait que des fois, les idées radicales, c'est aussi ce qui nous permet de penser autre chose. Puis je pense que c'est un peu ça notre but collectif, de s'améliorer, d'aller dans des directions qui d'évoluer. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Ça fait que oui, c'est peut-être radical, mais c'est pas une folie furieuse dans la mesure où, d'une part, la police n'a pas toujours existé, puis d'autre part, moi, je trouverais ça très dommage de se dire qu'on arrête de réfléchir à partir de maintenant. Ça fait que l'idée, c'est ça. C'est une espèce d'optimisme sur notre capacité à dépasser, finalement, des institutions problématiques dont on s'est doté. Je pense que c'est aussi simple que ça. Puis après, sur le processus, mettons, comme je disais, pas demain matin, ça va pas se passer de même. Je pense que... Puis même moi, j'aurais peur là, que ce qui se passe, ce soit des polices privées. Tu sais, il y a plein de choses qu'il faudrait éviter. Mais l'idée, c'est que si on a une direction claire, on travaille dans cette direction-là. Ça fait qu'on peut faire des réformes, mais pas des réformes qui renforcent la police, des réformes qui limitent finalement le potentiel de violence de la police, des choses comme ça. Par exemple, les interpellations policières. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Qu'est-ce que je faisais par là? Quand un policier s'adresse à quelqu'un à l'extérieur du cadre d'une enquête ou d'une arrestation, tu sais, par exemple, tu es dans la rue, puis... Hey! Exact. Ça existe, en passant. On oublie que n'importe qui connaît la police, des fois, un « hey » ou... À quoi ça sert? Je comprends. À quoi ça sert? On ne sait pas à quoi ça sert, mais on sait à quoi ça mène. Fait que ça, par exemple, si on est capable de se défaire de ça, ben, on vient de retirer un pouvoir qui est finalement inutile à la police, puis on va dans la direction de retirer des pouvoirs pour penser autrement notre manière d'être ensemble. Je pense que c'est des étapes comme ça. Qu'est-ce que tu penses que les policiers ont un revolver? Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi pour, par exemple, gérer la circulation, une personne doit avoir une arme à feu. Yo, puis ça, j'aurais besoin qu'on... Ça, c'est une des meilleures jokes qui a été dites dans le podcast. Je comprends pas pourquoi, pour gérer la circulation. Ben non, mais c'est parce que... tu sais, c'est... ça, celle-là, il faudrait qu'on me l'explique, tu sais. Je comprends. Oui, c'est intéressant, c'est de... Ben, OK, ben j'essaie de faire... Pas l'avocat du diable, vraiment, j'aime pas cette expression-là, mais c'est quand même... Même moi, je le pense. OK, mais s'il y a un vrai crime, il faut qu'il y ait donc, il y a quelque chose là. Ouais, quelque chose là, c'est ça, il prend son revolver. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... puis je comprends totalement. Moi aussi, tu sais, je pourrais me dire, ben oui, mais tu sais... Parce que moi, je suis né là-dedans, fait que je me dis, c'est normal. Exact. Sauf que ça part de la même idée que la police prévient le crime. Tu sais, je pense pas qu'il y a des courses-poursuites à partir du feu de circulation qu'un policier gère avec sa manette quand il a besoin d'être là. Je pense pas que c'est comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. En fait, je suis certain que ça se passe pas comme ça dans la vie de tous les jours. En fait, ce qui arrive, c'est que un policier qui a des fonctions qui impliquent, en principe, pas de violence, parce qu'on n'a pas arrêté de donner plus de fonctions à la police, comme je disais, à travers le temps, il s'occupe de tout, finalement, occupe des fonctions non violentes avec quand même sa capacité de violence. Puis ça, c'est un truc on perd le réflexe de questionner ça. Pourquoi
Et puis là, j'ai donné l'exemple de la circulation parce que pour moi, il est très, très drôle. Là. Mais pourquoi... Il est véridique. Je veux dire, on voit ça souvent, de plus en plus. Mais... À Montréal, je l'ai souvent vu. Mais tout le temps. Je veux dire, un policier, un patrouilleur a toujours son arme de service. Fait que ça, c'est... Je pense que c'est un exemple qui est assez simple à comprendre pour certaines tâches. Mais moi, j'aimerais ça aller plus loin. C'est-à-dire que pour les tâches, disons, plus classiques de la police, il y a plusieurs études, principalement aux États-Unis, puis là, c'est sûr qu'on est dans un contexte où il y a plus d'armes à feu en circulation, mais je pense que les conclusions ne sont pas inutiles quand même. Ces études-là, ce qu'elles démontrent, c'est que à partir du moment où un policier est armé, il y a plus de chances, généralement, de violence quand il y a une altercation, mais il n'y a pas seulement plus de chances de violence parce que le policier va utiliser son arme, il y a aussi plus de chances que la personne qui est pourchassée, si elle a sur elle une arme à feu, va se sentir assez en danger pour elle-même l'utiliser. Ça fait que c'est le principe assez simple que plus il y a d'armes, plus il y a des risques qu'elles soient utilisées. Fait que pour moi, il y a ça. Puis d'autre part, même si, disons, l'exemple parfait où la police utilise son arme pour se défendre, pour ci, pour ça, tu sais, vraiment le scénario, le A+. Parfait. Il n'y a eu aucun... le protocole, tout a été suivi parfaitement. Ben, les exemples qu'on a d'ailleurs dans le monde, notamment de Londres, c'est que... ville qui a beaucoup de violence aussi. Il y a des tensions raciales, il y a beaucoup de gens. C'est une grosse ville. Il y a du crime, il y a de la pègre. Là, c'est pas de tout repos non plus, mais c'est une ville où la majorité des policiers sont pas armés. Et ce qui arrive, c'est qu'ils développent d'autres méthodes pour appréhender des gens. Puis ça fait en sorte qu'il y a plusieurs situations, il y a plusieurs cas où des gens ont été appréhendés à Londres dans des situations où ce serait inimaginable ici à Montréal, en Amérique du Nord de manière générale, que la personne s'en soit sortie vivante. T'sais, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale puis qui court avec une machette vers les policiers. Ben, je veux dire, eux, ils avaient des boucliers anti-émeute puis ils l'ont maîtrisé en 5 minutes. On a épargné une vie parce que les policiers n'ont pas d'armes. Une fois, au podcast, j'ai reçu Patrick Côté, qui fait du MMA, là. Puis il disait, lui, il adore... c'est Patrick Côté puis Olivier, deux gars d'MMA. Okay. Lui, il trouve ça génial, toutes les vidéos des policiers qui interpellent des gens physiquement. Il dit, ils ne savent pas quoi faire. Ça paraît. Ça paraît qu'ils n'ont aucun entraînement physique ou qu'ils n'ont aucun... C'est pas ça qu'on fait. Ben, ça, moi, je pourrais pas commenter là-dessus. Je le sais pas. Lui, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, c'est pas comme ça qu'on maintient quelqu'un au sol. Mais puis c'est une théorie intéressante que pourquoi apprendre ça quand tu as un revolver? C'est comme la joke de Chris Rock où il dit... C'est vrai. I don't need pecs, I got techs. Si t'as besoin de t'entraîner, c'est un revolver. Oui, puis ce que je trouve tragique dans cette réflexion-là, c'est que ça peut avoir l'air anodin, mais au final, c'est des vies qui sont en jeu. Ça fait que c'est ça. Puis c'est pour ça qu'aller vers le désarmement, c'est aller dans la direction de sauver des vies. Là. Je dis ça parce que j'ai un exemple comme... Une personne n'est pas folle 24 heures sur 24 pour le reste de sa vie. On a des épisodes. Autant on le sait pour le suicide, que c'est une des manières de prévenir le suicide, c'est là, tu te sens mal maintenant, je sais que tu veux mettre fin à tes jours maintenant, tu sais que dans 3 semaines, non. Peut-être qu'une personne dans la rue, en jeans, avec une machette, elle ne sera pas même pour l'éternité. Fait que ça serait plate pour un épisode psychotique. Tout à fait. De mettre fin à ses jours parce que tu te dis, elle est folle, il faut s'en débarrasser. Ben, peut-être pas. Je veux dire, moi, absolument pas. Je veux dire, moi, j'ai un exemple personnel. Il y a une personne sur Instagram qui m'a écrit, j'ai eu pourquoi, puis elle a eu des trucs qui n'avaient pas de bon sens. OK. Puis là, plus tard, elle s'est excusée, elle a fait, j'étais dans un épisode, j'ai une psychose. J'étais allé à l'hôpital, je m'en suis sorti, puis hier, étant à mon spectacle, puis c'est une personne tout à fait... Mais un citoyen, ça allait bien. C'est des épisodes. Oui, puis je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'on arrive... On le comprend pas encore, mais de plus en plus, là, socialement, on en parle là, de ces enjeux-là. Ben, je pense que pour la police, on devrait aller dans la même direction. Ben, pas pour la police, mais pour comment on intervient dans des cas de santé mentale, de se rendre compte que la police, c'est pas l'institution la mieux formée pour faire ça. Il me semble que ça devrait aller de pair avec nos réflexions puis notre prise de conscience plus grande collectivement sur les enjeux de santé mentale. Il me semble. Je suis d'accord. Et aussi, si tu es contre la peine de mort, ben alors si tu es contre la peine de mort, c'est particulier de donner une arme qui donne la mort à des policiers parce que ce soit un juge ou que ce soit un policier qui donne la mort, ça reste l'État qui met fin à la vie d'un citoyen. Je trouve très radical. J'aime ça que tu dises ça. Non, mais moi, je le vois de la même manière. Non, mais
Ben oui, je pense que le policier, à partir du moment où on lui donne une arme, puis qu'on se fie à son arbitraire pour déterminer de la vie ou de la mort de quelqu'un, la ligne est très, très fine entre ça et donner le pouvoir à n'importe qui d'autre de décider oui ou non cette personne-là peut vivre ou pas. Là. Puis je pense qu'à partir, tu sais, bon, pas nécessairement rentrer là-dedans, mais ce qui arrive, c'est que tu disais le juge ou le policier, c'est assez similaire. En fait, le policier, son arbitraire, c'est précisément le moment où lui, il décide de la loi. Il fait la loi. Mm-hmm. À ce moment-là, c'est ça. C'est ça qu'il fait. Puis c'est ça le problème. Je trouve ça intéressant, ton image de... C'est la même chose de la peine de mort déterminée par un juge, puis c'est pareil. C'est pareil, c'est juste que l'instant est beaucoup plus rapide, puis c'est encore plus dangereux. C'est horrible ce que je vais te dire, mais la raison pourquoi j'ai pensé à ça, parce qu'il y a un film de Sylvester Stallone où l'idée, c'est dans un futur, les policiers vont être juges aussi, en même temps. Ben ça, c'est de la dystopie totale. Mais on est pas loin de quelque chose, c'est ça le but de... Ben oui, puis moi, je pense que, bon, que ça, on pourrait partir sur une tangente pendant longtemps, mais je pense effectivement qu'un des problèmes avec le pouvoir qu'on investit dans la police, qu'on donne à la police, et à plus forte raison aux patrouilleurs, c'est ça. C'est un pouvoir de créer du droit à ce moment-là, dans ce moment précis où un policier prend une décision basée sur son bon jugement. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, puis, parce que je suis convaincu, je connais un peu mon public, il y a sûrement des policiers qui nous écoutent. C'est pas après les policiers, c'est pas après les individus qui portent le badge que tu remets en question, c'est l'institution. Un peu comme quand... Tout à fait. Moi, je veux dire, je pense que... T'en veux pas. Si tu rencontres un policier, tu vas pas te fermer. Tu vas mais pas, non, en uniforme, je dois dire que j'ai quelques... Mon réflexe n'est pas le même pour des raisons... Comme bien les citoyens. Comme bien des citoyens, pour des questions d'expérience et ainsi de suite. Juste avant, je vais aussi le mentionner aussi, la violence policière, c'est pas juste... Il y a aussi beaucoup de gens de la majorité des Blancs qui vivent la violence policière. Un truc je me rappelle, c'était un argument qui sortait beaucoup quand il y avait quand il disait aux États-Unis, il y avait des gens qui disaient les Noirs sont plus tirés que les Blancs. Et il y a bien des gens qui disaient ben non, il y a bien les Blancs aussi qui sont tirés. Ça, c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas oui, on le sait, mais faut le mentionner que la police... La police est mauvaise pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est mon avis. Après, c'est vrai, puis je pense que ça vaut la peine d'être mentionné parce que ça change quelque chose dans l'argumentaire de dire les populations vulnérables, déjà marginalisées économiquement, exclues pour des questions, justement, de race, de sexe. D'histoire. Tu es sur un territoire que c'est comme ça. Là. Exact. C'est vrai qu'elles sont disproportionnellement victimes de violences policières au sens très, très large. Là. Pas seulement des bavures, mais la présence policière, la surveillance, et ainsi de suite. Ça fait que je pense que c'est vrai que tout le monde... La police est un problème pour toute la population, je pense, à part, évidemment, ceux qui ont intérêt à ce que la police fasse son travail, mais c'est pas une question aussi claire entre... par exemple, les personnes racisées et non racisées. Je pense que ça prend une analyse un peu plus fine dans la mesure où les personnes blanches pauvres sont très ciblées par la police aussi. Puis ça, c'est quelque chose une très belle nuance. Qu'il faut quand même soulever. Puis moi, je pense que je préfère dire les personnes racisées et les personnes marginalisées parce que c'est ça au final. C'est ça. C'est pas seulement les personnes racisées. Puis, tu sais, quand on regarde l'itinérance, il y a des quartiers complets qui sont à majorité blanche et qui sont des quartiers pauvres. La police est présente dans ces endroits-là aussi. La police, c'est pas bon pour toutes les personnes, pour tout le monde, à mon avis, mais surtout pour toutes les personnes des groupes vulnérabilisés, marginalisés. Qu'est-ce que tu penses que, disons, au Québec, qu'il y ait autant de shows sur la police? Les shows souvent le show en ce moment le plus populaire, c'est un show de police. Je pense pas que c'est juste au Québec. Je pense que c'est un peu... Tu sais, aux États-Unis, bon, on le sait, là, mais c'est vrai peut-être que tu as raison. Au Québec, on tripe, oui. Ouais. Ben, mettons, les shows les populaires aux États-Unis en ce moment, c'est, mettons, il y a des shows fantastiques comme Game of Thrones, il y a des sitcoms. C'est vrai. Mais ici, il y a eu District 31, il y a eu 19. Quoi, 19 de très critique envers la police, là? Ouais, je m'en souviens plus très bien. Ben, un des policiers, il bat sa femme. C'est ça l'intrigue du personnage, c'est que c'est un homme violent avec sa femme. Là. Ouais. Ce qui est très... Let's go, Claude Legault! Let's go, Claude! Parce que c'est un enjeu, c'est malheureux, mais c'est un enjeu dans la police. Il y a énormément de violence conjugale
Mais je pense que la police est une institution qui concentre la violence. Fait qu'il faut pas s'en surprendre. C'est comme dans les derniers jours, dans les derniers mois, c'est comme si pour nous, c'est une révélation qu'il y a des cas de violence sexuelle dans l'armée canadienne. Je veux dire, des institutions violentes. Mais dans le hockey aussi. Ça ressort de plus en plus, mais dans le hockey mineur, c'est un grave problème. C'est même dans le hockey professionnel, c'est sorti oui, hier, aujourd'hui, ouais. Tout ça pour dire, des institutions dont le rôle ou la fonction est violente. La police, on s'entend quand même que c'est ça sa principale fonction, la répression, le pouvoir. La force? Je me demande comment on peut être surpris de ces affaires-là. Mais, ça vient d'où, la police? Ça a commencé où? Ça a commencé comment? Ça commence pas de la même façon partout. Okay. Si on regarde, par exemple, en Europe, en France, si je me trompe pas, c'est beaucoup plus une question... c'est beaucoup plus lié au contrôle... c'est drôle, mais au contrôle médical. Fait comment s'organiser collectivement quand il y a des déplacements de population et ainsi de suite pour limiter des épidémies, des choses comme ça. Wow. Du côté des États-Unis, c'est sûr que... Si Guillaume Métivier, j'écoute, il trippe. Guillaume, je l'ai dit! Fait que, mais tu sais, puis ça, pour être très, très franc, c'est pas une histoire que je connais bien, là. Moi, je suis plus familier avec ce qui se passe. C'est la première fois dans un podcast humoristique que quelqu'un dit je maîtrise pas le sujet, je me prononcerai pas. Je suis pas habitué, moi, ici. Moi, je me prononce n'importe quoi, n'importe qui. Moi, je risque de le refaire, en plus. Fait que c'est ça. Aux États-Unis, c'est très, très lié à l'esclavage. Fait que, tu sais, le rôle de la police... Oui, tu me disais ça, mais j'ai jamais compris. OK. Très simplement. La police naît pour contrôler les déplacements, les mouvements des esclaves, et à la fois pour protéger, finalement, la propriété privée. Donc, c'est très lié à l'esclavage, très lié au capitalisme. Puis, évidemment, le lien est très clair entre le capitalisme et l'esclavage. Donc, ça, c'est vraiment la genèse de l'institution policière en Amérique, en fait, aux États-Unis. Excuse-moi, c'est pour ceux qui comprennent, c'est pour ceux qui savent pas, parce que c'est des idées nouvelles. C'est quoi le lien entre l'esclavagisme et le capitalisme? Pourquoi on a des esclaves? Parce que pendant que quelqu'un d'autre travaille, et ça, je peux faire... Premièrement, avoir un esclave, c'est génial parce que tu as un employé que tu payes pas. Ça, déjà, c'est génial. Tu viens de le dire. Il y a ça aussi. Puis aussi, pendant que toi, tu travailles, moi, je peux faire autre chose, fait que je vais encore plus m'enrichir. Le lien, c'est vraiment, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on va chercher des esclaves? Pour les faire travailler et réduire nos coûts de production, parce qu'on considère que ces populations-là sont pas exactement humaines, pas complètement humaines. C'est horrible ce que je vais te dire, mais corrige-moi si je me trompe. À une époque, l'idée d'avoir un esclave, c'est la même idée qu'avoir un lave-vaisselle. Tu te trompes pas du tout. En fait, c'est même écrit textuellement dans le Code noir, là, qui est finalement un document juridique qui régit l'esclavage dans les Antilles. Il y a une adaptation de ça qui va être faite pour la Louisiane. Puis ici, au Québec, on n'a pas de code à proprement parler, mais on s'inspire un peu de tout ça. Là. Mais dans ce code-là, c'est écrit textuellement que un esclave est une propriété au même titre qu'un bien meuble. Fait que tu as dit un lave-vaisselle. S'il y en avait à ce moment-là, absolument. Je comprends. Alors ça, c'est le lien entre les capitales. Oui. Fait que, OK. Aux États-Unis, c'est ça, pour la naissance de la police. Au Canada, c'est un peu différent. C'est pas étranger complètement à ça, mais la police canadienne, dont j'oublie toujours le nom, qui, avant la GRC, police des territoires... soit du Nord-Ouest, soit de... Enfin. Un nom. La police qui précède la GRC, elle, son mandat est très, très clair, et c'est de gérer, finalement, les populations autochtones pour s'accaparer le territoire. C'est une entreprise complètement coloniale, clairement coloniale. Ça fait que la police n'est pas, mettons, avec des intentions qui, aujourd'hui, peuvent nous rassurer les populations marginalisées. Je comprends. OK, ça part de là, génial. Comment ça évolue? Comment c'est passé de on gère les communautés, disons, les communautés écrasées, à je m'occupe de la circulation sur Sherbrooke pendant l'heure de pointe? Ben, tu sais, je suis pas un historien, fait que j'aurais de la difficulté à retracer vraiment tout le fil de tout ça, mais comment ça a évolué? Moi, ma question, c'est plus est-ce qu'on peut vraiment dire, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment dire que fondamentalement le mandat a changé?
Est-ce que la police n'agit pas précisément comme ça quand il y a des manifestations qui perturbent l'ordre public? Est-ce qu'elle n'est pas là précisément pour défendre la tour de la Bourse quand il y a des manifestants? Est-ce qu'elle n'est pas là pour surveiller les quartiers à forte majorité pauvres, Marginalisé, comme tu racisés? dis. Exactement. Est-ce qu'elle n'est pas là pour empêcher les blocages quand il y a des résistantes autochtones qui veulent mettre fin ou arrêter la coupe de forêt ancestrale? Est-ce qu'elle ne remplit pas précisément ce rôle-là aussi? Moi, je pense que oui. La seule différence, c'est que peut-être on lui a donné encore plus de rôle avec un... Finalement, on s'appuie de plus en plus sur ce pilier-là de notre société et puis on l'investit d'une mission divine, là, qui est de nous garder en sécurité. Tout régler. Ben oui. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a pas... Comme on est parti là, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si on pouvait... Je faisais des blagues là-dessus. Si on... Ça ne m'étonnerait même pas qu'on se dise... Ben, notre solution au changement climatique, c'est sûrement de dire à la police de, je sais pas moi, donner des contraventions aux gens qui font X. On le ferait. On est prêt à faire ça. Je pense qu'on n'a pas de limite. C'est à quel point la police est une institution qui est ancrée. T'as proposé ça, puis ma première réaction, c'est... Ben oui. Ouais. Pourquoi pas? Ben oui, puis ça... puis d'un coup, ça peut fonctionner, puis... Tu sais, on va tu sais, par exemple... tu l'as sûrement vu passer, mais quand Denis Coderre, pendant l'été, a suggéré, c'est un petit ballon là, qu'il a lancé, puis il a vu que ça ne marchait pas, d'empêcher l'alcool avant 20 heures. C'est quelque chose qui, à la base, dans les parcs, là, après 20 heures, bon, ma phrase était tout croche, d'empêcher la consommation d'alcool dans les parcs après 20 heures. Qui aurait pris ça sur ses épaules? Évidemment, la police. Fait que là, on passe d'une norme avec laquelle on peut non être d'accord. Moi, je suis pas d'accord d'empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent après 20 heures. Mais peu importe c'est quoi le sujet puis le contenu, ça aurait retombé dans la cour de la police. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Ils ont toujours d'autres mandats. Ben oui. Wow, je n'avais jamais observé ça. Pendant la pandémie, qui s'occupait du couvre-feu? Police. Puis en même temps, je veux dire, on n'est pas niaiseux. On comprend bien que c'est eux qui ont les ressources pour... pour s'assurer que ça se passe, parce que c'est à eux qu'on a donné des ressources d'année en année. Fait que c'est normal que c'est à eux qu'on en demande plus, puis c'est normal que c'est à eux qu'on va continuer à en demander plus. Ça coûte cher, la police? Oui, ça coûte très cher. Je pense que les estimations, c'est autour de 18-19%, près de 20% du budget de la ville. Wouh! Ouais. Pendant qu'on a une crise du logement, pendant que il y a des quartiers où il manque d'espace vert, bon. Ben oui, wow. Ou vraiment plus terre à terre, la construction. Je veux dire, on dit tout le temps qu'on manque d'argent pour faire des infrastructures qui durent. Oui, puis pendant ce temps-là, on accorde 1/5 de notre budget aux forces de l'ordre. Wouh! Ben oui. Okay. Oui, c'est immense. Je savais pas que c'était 1/5. J'avais aucune idée. C'est... Wow! Oui. Wow! Non. Puis tu sais, je veux dire, pour ceux qui nous écoutent et qui trippent sur le sport, je veux dire, si dans une équipe de hockey, tu as un 5e, c'est dans un joueur, tu fais, faut le changer, faut faire quelque chose, faut pas... ça marche pas. Faut qu'on pense, là, faut qu'on réfléchisse. Stratégie. Un 5e, wow! Oui. Puis tu sais, c'est entre autres pour ça qu'à Montréal, on a, par 100 000 habitants, le plus de policiers au Canada, dans les villes canadiennes. Fait que tu sais, moi, quand j'entends « il nous faut plus de policiers », qu'on en a beaucoup. Ben, on en a plus que partout ailleurs au Canada. Wow. Fait que, visiblement, c'est comme un cercle vicieux, parce que de dire qu'il nous faut plus de policiers pour être en sécurité, visiblement, c'est pas vrai parce qu'on en a plus que partout ailleurs, puis leur discours, c'est encore qu'on n'est pas en sécurité. Fait que c'est comme la police, c'est une institution divine. Là. Faut juste faire avec, apparemment. Qu'est-ce que tu réponds à... Mais là, de plus en plus, il y a des règlements de compte avec les gangs de rue qui s'attirent dessus. Qui va régler ça, mis à part les policiers? Ben, est-ce qu'on veut... Au départ, est-ce que tu considères qu'il y a un problème? Peut-être aussi que... Moi, il y a des gens proches de moi qui analysent avec un œil plus fin ces statistiques-là. Là. Apparemment que il faut quand même faire très attention entre ce qui est présenté dans les médias et l'évolution réelle des statistiques sur la criminalité.
Puis je pense qu'en plus de ça, il faut aussi faire très attention avec la catégorie de gang de rue. Qu'est-ce qu'on appelle gang de rue? Comment est-ce qu'on considère que tel geste, tel acte, tel crime, finalement, est associé aux gangs de rue? C'est quoi nos balises pour en arriver là? Ça, c'est très poreux et c'est très fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide que c'est vers là qu'on va, on a créé, il y a un problème de gang de rue, ben après, ça peut devenir automatique d'associer de la violence à de la violence de gang. Parce que finalement, c'est quoi une gang? C'est une bonne question. C'est plus que deux personnes qui sont ensemble, là, grosso modo. Puis je veux dire... Ils font une activité illicite. Puis, oui, c'est ça. Puis après, tu sais, c'est que ça devient aussi... C'est-à-dire que si on adopte une définition, disons, large du gang de rue, à partir du moment où tu as quelques personnes ensemble qui se donnent un nom de groupe d'amis, comme je suis sûr que peut-être ça t'est déjà arrivé quand tu étais ado ou d'autres personnes. Ou encore à mon âge. J'aime ça. C'est quoi le nom de ton gang? Les Levesque. Non, c'est... tu vois ce que je veux dire? Oui, à partir du moment où oui. tu as 4-5 ados qui se disent, ben nous, on est les X, Y, Z, ben là, ça devient un gang de rue. Tu sais, c'est ça aussi. C'est une définition tellement flexible. On l'a vu beaucoup aux États-Unis. Je pense que c'est George Zimmerman, dis-moi si je me trompe, qui disait ben le jeune homme, c'est un criminel parce qu'il est noir puis il a un hoodie. Ben, et quand je regarde la télévision, les noirs avec des hoodies, il faut que je fasse attention. On rentre quasiment dans ce genre d'argument-là. C'est un peu plus élaboré là, de parler de gang de rue, mais c'est très similaire. C'est-à-dire que on a une grande catégorie qui nous permet de dire ben, finalement, toutes les personnes des quartiers qu'on a identifiées, très clairement, à partir du moment où ils ont tel âge, qu'ils ont à peu près tel profil, puis qu'ils ont des amis, parce que ça joue apparemment, ben ça, c'est un crime de gang. T'sais? Fait qu'il y a ça. D'une part, il y a l'évolution des statistiques. Moi, je suis pas prêt à dire que c'est vrai qu'il y a plus de crimes qu'en 2020, qu'en 2019 et qu'en 2018. En fait, à la limite, si je me trompe pas, dans les 5 dernières années, on a observé plutôt une baisse des crimes reliés aux armes à feu. Mais bon, ça, je ne m'aventurerai pas trop là-dessus, parce que je ne sais pas. Je pense que le gros problème, c'est quand on identifie la source de cette violence-là. Là, en l'occurrence, on a déterminé que c'était les gangs de rue avec une définition assez floue, assez souple, mais en faisant ça, on évacue, par exemple, tout le fait que c'est des jeunes, peut-être, qui n'ont rien à faire pendant la journée, qui vivent avec des stress immenses. Ça, j'ai déjà entendu ça. Dis-moi si je me trompe ou si tu as déjà entendu ça. Tu veux calmer la criminalité dans ton quartier, construis un stade de soccer ou de basketball. Bien, tout à fait. L'image est bonne. Tu sais, c'est de dire, si tu veux pas que les gens... si tu veux pas que les gens se retournent vers des solutions qu'on trouve pas idéales, ben donne-leur tous les moyens de pas aller vers ça et de développer leur plein potentiel. Pour moi, c'est assez simple. Puis c'est intéressant parce que il me semble... Tu sais, ça devient évident à partir du moment où on voit l'effort, l'énergie qui est investie dans des quartiers et le taux de criminalité ou ce qu'on considère être du crime. Tu sais... C'est drôle parce que moi, je joue beaucoup au basketball. Je suis pas bon, mais je joue beaucoup. Comme moi. Yeah! Et souvent... Je suis pas bon. C'est tellement tough de coller ce sport-là. Et j'ai des amis, souvent à l'extérieur de Montréal, qui disaient « T'as pas peur, là? Tu vas à tel quartier. » Puis je dis « non, là, il y a moins de criminalité, c'est au court. » Mais... Oui, puis je pense qu'on s'est construit toute une image de ces quartiers-là comme si c'était des endroits qui sont pas comme les autres. En fait, ce qui les différencie, c'est qu'on les a... on a organisé, finalement, leur abandon. Tu sais, moins d'espace récréatif, des écoles dans des États X, Y, Z. Tu vois, toute cette succession-là de choses, c'est un abandon organisé. Puis après ça, on se surprend que... il y a de la violence. Soit dit en passant, on n'est pas capable de dire qu'il y en a plus qu'ailleurs. Mais mettons, c'est là qu'on tourne nos projecteurs. On se surprend qu'il y a de la violence. Puis notre solution, c'est pas de retourner à qu'est-ce qui l'a créé, c'est de dire, on va l'arrêter tout de suite, on va mettre plus de flics, on va mettre des caméras de surveillance, puis on va créer des escouades qui auront pour mandat principal, finalement, le profilage racial. Parlons-en, tu l'as mentionné, je saute là-dessus. C'est quoi ça, le profilage racial? Le profilage racial, c'est quoi? C'est drôle, hein? C'est comme quelque chose dont on parle si souvent, puis là, quand il faut s'arrêter pour en faire une définition concise,
c'est un peu moins évident. Le profilage racial, je dirais, de la même manière que le profilage, par exemple, social ou politique, c'est un traitement différencié basé sur une perception que l'officier, la police, va avoir d'une personne ou d'un groupe de personnes. Par exemple, dans le cas du profilage politique, parce que pour moi, c'est assez similaire, ces processus-là. Quand on regarde la manière dont une manifestation pour le climat va être traitée par la police par rapport à une manifestation contre la brutalité policière, puis, tu sais, je veux dire, ça, c'est documenté. Là, je donne 2 exemples, mais c'est documenté statistiquement. On voit très clairement que la police intervient non pas en fonction de comment la manif se déroule, ce qui est censé être son rôle, mais du contenu même politique de la manif. Donc là, on a du profilage politique. Pour ce qui est... on l'a vécu en 2012. On a en 2012 les oui, les exactement. Très Ça, j'aurais dû le dire, c'est le meilleur exemple, en fait, récent en tous les cas. Pour ce qui est, par exemple, du profilage social. Je me rappelle, c'est des discussions que j'ai avec des amis qui disaient « J'en reviens pas. » mais exact. Quand le carré rouge sont plus violents, puis je disais « Moi, c'est pour ça que je le mets pas. » Mais je veux dire, je comprends ton argument qu'il devrait pas, mais là, en ce moment, dans le court terme, si tu veux pas avoir des coups, j'enlèverais ce symbole-là. Mais je veux dire, n'importe qui comprend ça comprend le profilage racial, à mon avis. La seule affaire, c'est le meilleur exemple du profilage racial politique, le profilage politique plutôt, c'est Matricule 728, qui, elle a dit, on l'a entendu, des gratuits de guitare, sont des manifs, fait que j'ai le droit à la violence. Exact. Puis c'est exactement la même chose avec le profilage racial. C'est juste que tu peux pas l'enlever, ton carré rouge. Je t'entends. Je veux dire... Je comprends. C'est moi, génial. Ben oui. Tu comprends. Tout à fait. Je comprends. Je peux pas l'enlever, mon carré rouge. C'est très, très, très bien dit. Fait que c'est ça, le profilage. C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est pas... tu sais, souvent... Ce qui est difficile aussi à défendre, c'est tout le temps cette question-là de l'intention. Il n'y avait pas l'intention, nanana. Comment vous pouvez dire qu'il y avait l'intention? L'intention, on s'en fout pour ce qui est du profilage. C'est pas ça qui détermine les effets, finalement. C'est-à-dire, oui, ça peut être intéressant de savoir que matricule XYZ avait pas l'intention de faire du profilage, mais ça peut être des choses qui sont justement pas conscientes et qui viennent de pratiques instituées au sein de l'institution là, qui mènent à ça. Tu sais, c'est pas j'ai l'intention d'être violent. Comme on disait, c'est pas contre chaque policier individuellement, c'est comment c'est organisé. Ce qui crée le profilage politique, c'est pas chacun nécessairement des policiers. Je pense que j'ai un parallèle à faire avec ça. Avec l'humour, quand le bordel a commencé, le bordel qui est peut-être l'institution de stand-up la plus importante qui a une influence sur tout le monde, les animateurs font ce qu'on appelle du crowd work. Il n'y a plus de texte, puis ils se mettent à faire du crowd work. Pendant les 2 prochaines années à Montréal, tous les animateurs faisaient du crowd work. Personne ne leur a demandé. Ça n'a jamais été dit. François Bellefeuille a jamais pris un animateur en disant « Si t'animes une soirée à une t'es obligé de faire ça de même. » Non, mais on l'a tous fait. Parce que c'est l'institution. Puis, je sais pas que c'est mauvais ou mal, juste que c'est ça, avoir une influence. C'est ça. Puis c'est cool comme exemple parce que c'est ça. Parce que c'est doux, tu sais. C'est vraiment. Oui, puis ça met aussi en lumière le fait que dire que quelque chose est systémique ou institutionnel, c'est pas dire que c'est bien ou mal nécessairement. Après, ça peut être mal, ça peut être bien. Mais quand on dit quelque chose est institutionnel, systémique, peu importe, puis que c'est mal, ben ce qu'on veut, c'est une réponse systémique, institutionnelle qui va être bonne. Fait que c'est juste cette idée-là que une culture dans un système, dans un milieu, ben ça n'a pas besoin d'être une loi, un truc, une règle qui est écrite pour que ça ait un effet non plus. Là. Yeah. Il y a souvent des gens qui nous écoutent, qui font man, un esti woke. Oh oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de cette appellation-là? Est-ce que tu crois que ça existe? Tu penses quoi de... Dans la vie, on dit que quelqu'un est woke, pas woke. Tu penses pas de quoi? Tu penses quoi de ça? Moi, j'ai toujours refusé d'en parler. Parce que je veux même pas signifier que j'ai entendu ce mot-là quand il m'est adressé ou quand il est adressé à des militants. Je pense que c'est à 100% un terme qui est mobilisé pour discréditer. Puis présentement, il n'y a pas beaucoup d'autres fonctions. Je pense que ça a eu une utilité, ça a eu un sens militant. Présentement, dans le contexte québécois, c'est comme tu disais, c'est peut-être pas bien, mais je vais peut-être l'enlever, mon carré rouge.
Parce que pour l'instant, c'est pas... Je veux dire, c'est juste utilisé pour discréditer. Et en fait, c'est utilisé pour éviter de prendre en considération certaines perspectives. Pour éviter une remise en question, pour éviter des critiques. Je sais pas si j'ai plus à dire là-dessus. Ce mot-là me... C'est bizarre que ça prenne autant de place, par contre. Ça prend énormément de place. Ouais. Et je veux dire, le premier ministre a dit qu'un représentant d'un parti était woke. C'est quand même... Ouais. C'est dans l'air ambiant. Là. Absolument. C'est dans l'air ambiant. Je sais pas, je suis peut-être pas de mon époque. Non, mais la vérité, c'est que je pense que ça me servira pas, ça va pas servir non plus aux causes que je défends, de monter aux barricades pour dire utilisez pas ce mot-là. Puis ça va pas non plus me servir de le revendiquer. J'ai l'impression que c'est comme un espèce de terrain miné sur lequel j'ai rien à dire. Je comprends. Battez-vous entre vous. Puis j'ai l'impression que... puis quand je dis battez-vous entre vous... Oui, juste... C'est une chicane à laquelle tu veux pas participer. Non, puis je pense aussi qu'elle se déroule à plusieurs égards dans la majorité blanche. Puis j'ai pas l'impression que ça me concerne. J'ai pas l'impression que ça concerne souvent les minorités qui sont étiquetées comme woke. Je pense que la question de est-ce que c'est utile ou non comme mot, ça se passe dans des sphères dans lesquelles je suis pas vraiment, puis j'ai pas nécessairement envie d'être. Tu n'as pas envie de débattre avec Mathieu Bocoté, c'est curieux. Peut-être qu'il va t'inviter à son show. Ça non plus, j'en parle pas. Non plus. Moi, j'en parle dans mon autre podcast. On va voir si... Bref, j'aime ça me mettre dans... J'essaie de me mettre dans le trouble. Après je chiale que je suis stressé. Mais ça, c'est un autre dossier. Je comprends. Tu as beaucoup étudié... T'aimes, j'ai l'impression, et tu as étudié le hip-hop. Qu'est-ce que tu penses du hip-hop québécois? Est-ce que tu penses que ça existe, le hip-hop québécois? Je pense que oui. Okay. Oui, il y a quelque chose de... Il y a un son spécifique, même des fois, j'ai envie de dire, il y a un débit, il y a énormément, il y a une esthétique. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de très keb, là. Mais il y a une différence entre je pense, entre le rap qui se fait au Québec puis le rap keb. OK, je t'écoute. Ben, je pense pas que tout fait partie de l'esthétique rap keb. Puis tu sais, ça, je veux dire, je divague un peu, là. C'est pas nécessairement... c'est des impressions, mais je pense qu'on a créé quelque chose qui s'appelle le rap keb, et c'est pas vrai que tous les rappeurs qui font du rap au Québec, rappeurs-rappeuses, correspondent à ça, à cet espace culturel-là qu'on appelle le rap keb. Je pense que pour moi, ce serait difficile, par exemple, de voir Enima comme du rap keb. Ce serait difficile de voir Nate Husser comme du rap keb. Je sais pas si c'est des... Oui, oui, c'est ça. Skyfall, qui est un nouveau sur la scène, je sais pas si tu l'as entendu, rappeur d'origine de Saint-Vincent, qui vient, si je me trompe pas, du quartier Côte-Saint-Luc, puis il rappe avec un débit londonien, mais sur des prods assez montréalaises. Fait que ça, pour moi, ça fait pas partie du rap keb. Fait que je pense que la scène est assez éclectique, puis c'est quand même très beau. Puis à l'intérieur de ça, il y a les usual suspects qui font partie du rap keb, comme on l'appelle. Génial. C'est parti d'où le rap au Québec? Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Ben, je pense que la tradition orale, on va l'appeler comme ça, veut que... Je trouve ça génial, c'est vrai. que fin des années 70, début des années 80, il y a beaucoup de communautés... oui, ça fait quand même un petit bout. Ben, aux États-Unis, c'est... la date officielle, c'est 1973. Là. Wow! Ouais. Comment ça? Ben oui, je connais pas ça. Ouais, ben en fait, c'est un DJ qui s'appelait DJ Kool Herc qui a fait un party. Lui puis sa sœur, ça on le dit rarement, mais sa sœur aussi était là, c'est elle qui a organisé le party. Puis lui, dans le fond, c'est la manière de mixer qui a créé ou lancé cette esthétique-là particulière. Ça fait que de mixer avec des parties spécifiques des vinyles, les breaks, puis ainsi de suite. Fait que c'est vraiment de là que ça part. C'était beaucoup... C'était pas... On parlait pas de rap, mais on parlait de hip-hop, d'une culture. Tu sais, on a besoin, dans des espaces culturels, de dire ça commence là. Ben, si dans le hip-hop, ça commence quelque part, ça commence. T'as un gars puis sa sœur dans un party. C'est donc bien cool. C'est magnifique. Ouais. J'adore ça. Je pense que ça s'appelait le Back to School Jam. Ah, génial. Puis en plus, s'il y a un style de musique qu'on associe aux fêtes, c'est bien le hip-hop. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il y a ça en 1973. C'est pour ça que je dis autour des fin des années 70, début des années 80, il y a déjà pas mal de communautés qui viennent des Caraïbes ici.
à Toronto, plus anglophone, ici, plutôt haïtienne, ben, ces gens-là, comme c'est le cas souvent dans les diasporas noires, puis des diasporas pas seulement noirs, ils ont des membres de leur famille qui vivent ailleurs, aux États-Unis notamment. Il y a des grandes communautés haïtiennes aux États-Unis. Moi, c'est la première chose que ça m'a surpris quand j'avais des amis noirs à l'école. Ben oui. Ils passaient des fois tout le Noël à New York. Je comprenais pas. Ben oui. Je comprenais pas. Pourquoi est-ce qu'ils se Oui. font? Puis ça m'a pris... parce qu'ils ont de la famille là-bas. Exact. Il y en a parce que, tu sais, puis Haïti, l'histoire est particulière. C'est pas quelque chose que je connais bien, mais tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de migration. Fait que Montréal, Montréal, New York, mais aussi Miami. Bref. Fait que là, il y a des gens d'ici qui font les allers-retours entre Montréal et les États-Unis, reviennent avec des cassettes, là, des mixtapes physiques. Ça existait dans ce temps-là. Puis c'est de même que ça commence. Fait que la culture commence à prendre forme à travers ces échanges-là diasporiques. Puis au fur et à mesure, il va y avoir... la scène va quand même commencer à prendre un peu d'ampleur, mais rien à comparer à ce qu'on va voir à partir de la fin des années 90, milieu à fin des années 90, qui est sûrement un moment dont tu te souviens, Sans Pression, Dogmatic, Mosaïen, tout ça, là, c'est entre 96 et 99. Là. C'est comme un gros boom. Wow. Ouais. Dogmatic, tu vois, encore une fois, j'appellerais pas ça du rap keb non plus. C'est quand même différent. Comment ça? C'est très français? C'est du rap québécois, mais c'est fait avec une esthétique qui est, qui se rapproche beaucoup plus de ce qui se fait en France à ce moment-là. Fait où est-ce que j'en étais? C'est ça. Bon, il faut juste mentionner, parce que même il y a des gens qui ont... On oublie, ou il y a des gens plus jeunes qui nous écoutent, le succès commercial de Dogmatic. Le premier album de Dogmatic. 200 000 albums. Wouh! Au Québec! À force de comprendre. Ben, sûrement en France un peu, mais il me semble que c'est 200 000. C'est beaucoup! Immense. Tabarnak! Ouais. Je pense que c'est force de comprendre. La force de comprendre. C'est un hit, là. Immense hit. Pas un hit hip-hop, un hit pop. Ouais. Ah oui, c'est un succès pop, là. Oui. C'était fou. Ouais. Moi, c'est la première cassette que j'ai achetée. Ouais, j'étais tout petit, là. Ah! OK, fait que c'est comment... Puis, wow! Fait que là, c'est ça. Fin des années 90, c'est comme... Oh shit, ça se passe. Puis, il y a Dogmatic, mais Mosaïen, puis Sans Pression, le son qu'ils développent, l'accent, les mots, le mix entre le créole, le français, l'anglais, ça, là, je veux dire, là, on a atterri en plein à Montréal. Puis je pense que c'est ça qui va donner le ton, avec des hauts et des bas dans les années qui vont suivre, jusqu'à, si je ne me trompe pas, une espèce de regain là, autour des années 2010, avec des groupes comme À la Claire Ensemble, et ainsi de suite. Des Little Bees qui créent un... C'est ça, on change un peu. Évidemment, je veux dire, les choses évoluent, mais on change de registre. Puis je pense, autour des années 2010, début des années 2010, on arrive avec... c'est ça, une esthétique que je pense que représente bien À la Claire Ensemble puis Dead Obies à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, où, tu sais, dans les dernières années, vraiment, le hip-hop a pris sa place dans l'espace médiatique, là, plus que... On oublie que le hip-hop, c'est la pop. C'est la musique pop d'aujourd'hui. Ben oui. Oui, sauf qu'au Québec, ça a tardé. Pourquoi? Ça a tardé. Écoute, pourquoi? Parce que c'est curieux que le hip-hop est... Je répète mon expression de la musique pop quasiment partout sur la planète, mais au Québec, pas vraiment. J'aurais de la difficulté à dire pourquoi ça a tardé, mais je sais pourquoi ça a finalement fait son entrée dans ces espaces-là. Je pense qu'on a... Je sais pas pourquoi on a pris autant de temps, mais on a fini par comprendre qu'il pouvait y avoir des versions ou une esthétique hip-hop qui était pas... qui correspondait pas aux stéréotypes qu'on avait de quelque chose de violent, de quelque chose de dangereux, grosso modo, de quelque chose de noir puis de gangster. Puis ça, je pense que... Il y a une série géniale, je pense que c'est Story from the Tour Bus, c'est fait par Mike Judge qui a fait je connais pas. King of the Hill. C'est une série documentaire. OK. En cartoon. Il y a 2 saisons. La première saison, c'est sur le country. Il prend... Chaque épisode, il prend un gars country et il fait son histoire. Et la raison pourquoi je veux venir à ça, c'est comment il commence son épisode. C'est Mike Judge qui parle puis qui dit quand les gens quand NWA est arrivé, on leur disait qu'il était violent et qu'il faisait la promotion des armes à feu. Puis il disait moi c'est drôle parce que un de mes artistes préférés c'est Johnny Paycheck et Johnny Paycheck c'est l'artiste country qui a fait de la prison pour avoir tiré sur un gars. S'il y a une place où les armes à feu sont de l'avant, c'est dans l'esthétique et dans le country. Il y a plein
il y a plein de tunes sur avoir une arme à feu, il y a plein de tunes sur se défendre. La glorification. Oui, mais ça, on le mentionne jamais. Par contre, NWA, c'est ça la genèse de sa série. C'était, vous pensez que le monde fou puis violent sont dans le hip-hop? Le monde country sont spéciaux aussi. Et la deuxième saison, c'est cool sur le funk. Il y a une épisode sur Rick James, c'est génial. Je vais essayer de c'est regarder vraiment ça. cool. Ouais, ça me tente. Mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, moi, je pense pas qu'il faut dire, c'est pas du tout mon avis qu'il y a pas de violence dans le hip-hop. Premièrement, il y a de la violence partout. C'est de valeur, mais c'est de même. Puis d'autre part, le hip-hop est une forme d'expression culturelle, artistique, comme n'importe quelle autre. Fait que on peut choisir de le voir comme un véhicule, ou on peut choisir de le voir comme un contenu qu'on va essentialiser, finalement. Puis c'est ça qu'on a choisi de faire. C'est de dire, le hip-hop, c'est quelque chose... c'est non seulement une forme artistique, mais c'est une forme artistique qui transmet X, Y, Z. C'est-à-dire que les artistes hip-hop, là, ils peuvent pas faire comme... on leur refuse, finalement, de la représentation. Ils peuvent pas... Ça peut pas être de la fiction. Si tu le dis, puis que c'est du hip-hop, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est comme si, moi... Je sais pas. Mais Tyler, le Creator, avait la meilleure joke là-dessus. Tyler, le Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, hey Chris, arrêtez que mes tunes, tiens que des tunes. Quentin Tarantino, là. Exact, c'est ça. Kill Bill, c'est extrêmement violent, vous le laissez tranquille. Il adore Kill Bill. Alors, il veut pas que Quentin Tarantino puisse pas s'exprimer, mais il dit, ce que vous êtes, la liberté artistique dont jouit Quentin Tarantino, j'ai le droit à la même. Exact, c'est ça. Puis ça, c'est refusé au hip-hop. Fait que, tu sais, puis ça, je veux dire, moi, je trouve ça fou qu'en 2021, on revient avec ce discours-là de c'est de la faute du hip-hop, là. Hip-hop made me do it, là. Mais c'est comme... Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, il me semble, on l'a compris que c'est vrai qu'il peut y avoir, par exemple, des liens entre... moi, je suis prêt à dire qu'il y a peut-être des problèmes dans certains usages du hip-hop qui vont faire, je sais pas, moi. Puis d'ailleurs... Comme jamais tu vas dire, il n'y a aucune chanson misogyne. Exact. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, ça, c'est un problème dans la culture, dans certaines cultures hip-hop. C'est des trucs à régler. Je suis pas du tout là pour dire il n'y a pas de problème avec le hip-hop, il n'y a pas de violence là-dedans. Au contraire. Cela dit, de dire... En fait, je trouve que c'est quasiment niaiseux de penser qu'une forme de musique peut créer de la violence en elle-même. C'est-à-dire que quelqu'un à Outremont, là, un ado à Outremont qui écoute Enima, lui, il va se lever demain matin, il va aller s'acheter un gun puis il va aller tirer sur quelqu'un. C'est pas ça qu'on veut dire quand on dit que c'est la faute du hip-hop. Puis c'est pour ça que je pense que c'est très clair, en fait, le message qui est envoyé quand on dit c'est la culture hip-hop. C'est pas la culture hip-hop. Dans le fond, c'est des gens que vous avez catégorisés comme problématiques et que vous faites correspondre à l'image que vous avez de cette culture-là hip-hop. Parce que c'est sûr que vous ne parlez pas du fils de X qui va au collège Jean de Brébeuf puis qui écoute du hip-hop dans ses écouteurs dans le bus tous les matins. C'est certain que c'est pas de ça dont il est question. Lui, il va pas se réveiller le lendemain matin pour aller commettre un geste irréparable. Ou tu sais, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est aussi arrivé aux communautés blanches. Parce qu'à l'époque, le gros monstre, c'était le métal. Exact. T'as du métal, t'étais Maintenant, fou. c'est aussi les jeux vidéo, les ci, les ça. Je sais pas si t'en souviens. Je pense pas que c'est le bon terme, mais je pense que c'est les Memphis Five. C'est des petits garçons qui ont été accusés faussement d'un meurtre. Et une des preuves, c'est les gars aiment Metallica. Ouais. Puis Metallica, ça monte ça. Puis ça a été prouvé, franchement, ça a pris une décennie avant que c'était réalisé que le meurtre s'est fait par leur oncle, puis ils n'avaient rien fait. C'était juste, on les avait... ils sont dangereux, ils écoutent le métal. C'est terrible de faire ça. Premièrement, c'est qu'on se décharge d'énormément de problèmes dans la société. Je veux dire, c'est tellement plus facile de dire ça que de dire on a organisé l'abandon de certains quartiers pendant des décennies. Là. Évidemment, je comprends. Mais au final, ce qui arrive, c'est qu'on ne règle pas les problèmes. On empêche, en fait, on augmente les problèmes parce que le hip-hop, c'est une voie de sortie. Fait que si on l'ostracise puis qu'on détermine que c'est un problème, ça veut dire qu'on coupe plusieurs jeunes et moins jeunes d'un espace, d'une forme d'expression qui pourrait justement réduire la violence, comme quand on annule un festival, par exemple. C'était bizarre, ça. Explique-moi ce qui s'est produit. Je suis moyennement au fait de ce qui s'est produit, mais il y a eu des problèmes de violence par arme à feu à Laval.
le service de police a demandé aux organisatrices du festival de ne pas tenir le festival par crainte que ça augmente la violence. On parle d'un festival où, si je ne me trompe pas, il y avait... Je ne me rappelle plus exactement du line-up, mais je pense pas que c'est Loud qui... Gars, je vais faire la joke. C'est une joke, là, c'est pas un fait, mais... Ben, dans les concerts hip-hop, c'est juste des blancs. Fait qu'il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y aurait pas eu de... Écoute... Ça, fallait le dire à la police. C'est ça! Ça paraît qu'il ne connaît pas l'hip-hop, parce que moi, une fois, j'étais allé au show du Wu-Tang, j'ai fait « Ah, on est plusieurs à me ressembler! Voyons, qu'est-ce qui se passe! » Ah bon? C'est ça, c'est juste qu'on a décidé que c'est comme le métal, comme les jeux vidéo, comme XYZ. Or que, tu sais... Ou les woke, hein? Ouais, on se crée des groupes parce que ça nous sert. Mais tu sais, par exemple, puis là, je veux dire, je veux pas aller trop loin, mais est-ce qu'on est allé regarder si dans les 26 féminicides qui sont commis au Québec, si ils écoutaient tous Éric Lapointe ou Kevin Parent? Non, on fait pas ça parce que c'est pas pertinent. Ça n'a pas rapport. Le problème part pas de... Tu peux vraiment triper sur Éric Lapointe et avoir une bonne relation avec ça n'a rien à voir. Fait que, tu sais, là, dans ce contexte-là, on le fait. Génial. Qu'est-ce que tu penses de l'appropriation culturelle? C'est-tu quelque chose qui existe? OK. Laisse-moi. Parce que c'est difficile de parler d'hip-hop, parler de métissage, parler de tout ça sans... L'appropriation culturelle. Moi, j'ai une compréhension qui est peut-être plus spécifique de ce que c'est. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui devient très évident quand on profite financièrement, matériellement, concrètement. Là. Pas seulement j'ai utilisé des esthétiques X puis je les ai vidées de leur sens. Non, pour moi, il y a quelque chose de très matériel avec ça. Il y a un gain réel. Ça fait que c'est, oui, d'une part, utiliser des esthétiques en les sortant de leur contexte, en finalement en retirant certains outils culturels à des communautés marginalisées, mais ça vient aussi avec cette idée-là d'en profiter, finalement. Ouais. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Ça fait que ça va autant de des gestes, disons, individuels à certaines pratiques qu'on a pu voir dans toute cette époque-là de la musique du monde, par exemple. Je pense que ça va... Il y a une époque où c'était très à la mode d'aller faire soit de l'échantillonnage ou d'aller chercher des artistes inconnus puis de les mettre sur des scènes mondiales. Mais je pense que l'appropriation culturelle, elle peut se faire aussi de cette manière-là à partir du moment où on profite des esthétiques d'une culture qui en a besoin pour s'exprimer puis pour finalement... je sais pas, peut-être temporiser la violence dont elle est victime. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Mais ça, c'est un baril de poudre. C'est tellement difficile d'en parler. Comment ça, c'est difficile? Ben, je veux dire, les dernières fois qu'il y a eu ce genre de discussion... Ouais. C'est ça, mais... Robert Lepage a trippé. Il s'est rien passé de mal. Tu sais, c'est comme si... Mais ce que j'aime en t'écoutant, c'est quand j'ai des discussions, tout est nuancé, mais c'est pas ça que je vois dans les médias. Dans les médias, souvent, c'est épouvantable ou ça existe pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. C'est vraiment l'appropriation culturelle, c'est faux. Tout le monde, toute la culture, échanges, tout le monde, ben oui, il n'y a pas de problème. Ou il y a, ben voyons donc, de l'hip-hop, il faut absolument que tu viennes de telle région du monde, sinon, comme... Puis il y a peu de gens qui ont ce discours-là dans la rue. Je trouve ça un peu étrange que... Non, moi, je pense que... Ben, après, je suis pas prêt à dire que toutes les pratiques peuvent être faites par tout le monde. Là. Je pense qu'il y a des choses qui vont effectivement faire sourciller. Là. Oui. Mais de manière générale, tu sais, mettons, là, dans le meilleur des scénarios, on parle de quelqu'un qui a des bonnes intentions. Ça peut être de l'appropriation culturelle à partir du moment où ça met dans une position inconfortable un groupe qui utilisait, je sais pas moi, ce sujet-là, ces esthétiques-là, pour parler de sa propre condition, puis qu'en même temps, la personne qui n'est pas membre de ce groupe-là, qui les utilise, en fait un profit important, machin. Donc, tu sais, c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, pour moi, c'est assez simple ce qui constitue de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire utiliser des esthétiques. Ben, le meilleur exemple, c'est dans le sport nord-américain,
quand il y a des équipes, exemple, les Ah, tu veux dire sur les le Redskins, logo, ouais, les trucs, les Blackhawks de Chicago, les Redskins de... Là, en plus, c'est de pervertir ces symboles-là. Là. Je veux dire, c'est même pas de les respecter. Là. C'est même pas de les utiliser pour leur esthétique. C'est pour en faire des genres de jokes. Là, là on atteint un niveau assez... Il y a un journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Bomani Jones, qui est à ESPN, qui il s'est fait taper sur les doigts. Il est noir. Il y avait un chandail... c'était le logo des Indians de Cleveland, mais c'était écrit Caucasian, avec un blanc qui souriait. Et il n'a pas aimé ça. Je pense que je l'ai vu passer, ce chandail-là. Il y a des gens qui n'ont pas apprécié, mais ils disaient, mais c'est la même chose. Ah ouais. Vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça. C'est ça. C'est juste que dans les rapports de pouvoir, il y a un groupe qui a plus les moyens de jouer à ça, mettons. Là. Fait que, tu sais, je pense que les échanges culturels, c'est le fun. Ça dépend juste d'où ça vient, comment c'est fait, puis qui en profite. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai. Il y a des échanges culturels, puis c'est beau. C'est beau, les échanges culturels. Seulement... Quand c'est l'échange. C'est ça. Pas quand c'est... Je comprends la nuance. Pas quand c'est du pillage. C'est ça, je comprends. T'as-tu des exemples de pillage? Mais c'est drôle parce que ça fait longtemps que j'y pense pas activement, parce que j'ai l'impression que là, on est sur d'autres sujets. Là. Nos médias sont polarisés sur d'autres affaires. Ils sont pas très loin. Fait qu'on dirait que ça me travaille plus autant. Mais est-ce que j'ai des... Écoute. Récemment, je sais pas. Parce qu'il me semble que ça passe plus. Ça passe plus juste prendre... T'as exemple. Je dis l'exemple pour moi le plus caricatural, c'est... Ça passerait plus là, dans Village People, un gars qui porte... qui est déguisé en autochtone. Encore là... Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est encore drôle. Je sais pas si... Peut-être que, avec chance, toi et moi, on est dans des milieux où ça passerait pas, mais je suis pas sûr que c'est vrai partout. Puis là, OK, maintenant qu'on parle, j'ai pas un exemple précis, mais chaque 31 octobre, c'est une crainte très réelle chez moi de marcher puis de voir des trucs qui sont absolument abominables. OK, mais ça m'intéresse. Parce que, moi, vite de même, mon instinct, c'est rien de costume. On va à un party, on boit de la vodka, ça se peut, je sois déguisé en geisha, ça fait mal à qui? Ben, tu vois, là, c'est ça. Puis, je sais pas, peut-être que j'ai de la misère avec mes concepts, mais je sais pas si je l'inscris à 100% dans l'appropriation culturelle. Pour moi, je l'inscris dans le manque de respect total, en fait. C'est vraiment plus simple que ça. C'est un concept très terre à terre. C'est plus que... le message qui est envoyé, c'est qu'une culture peut être en costume, peut être quelque chose soit de drôle, soit de sexy, peut être une caractéristique simple, peut être essentialisée, peut être, disons, une seule chose. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez problématique. Ça fait du mal à qui? Ça fait du mal aux personnes qui vont, d'une part, être témoins, mais d'autre part, je pense que sur le long terme, je pense qu'on fonctionne aussi avec ça. C'est que si on s'autorise à faire ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça fait que ça fait peut-être pas de mal sur le coup si t'es dans ton party avec tes 10 amis. Mais à job, peut-être pas. T'es déguisé en LeBron James. Mais tu sais, mettons, si vous êtes 9, oui, ça, je pense que c'est un peu moyen. Parce que peut-être, il n'y a pas la même intimité, il n'y a pas la même... C'est intéressant parce que c'est toujours une question d'intimité. C'est toujours une question de... Oui, mais justement, au niveau de l'intimité, mettons, t'es dans un contexte intime. T'es avec tes 5-6 amis, vous êtes déguisés, vous êtes 5-6, ça c'est votre affaire, mais... C'est ma gang de rue. Ma gang de rue, on a un party d'Halloween pour célébrer. On aime beaucoup célébrer l'Halloween. Dans un sous-sol, évidemment. Ce que je voulais dire, c'est que si vous vous autorisez à faire ça, comment ça influence votre manière de penser à ce groupe-là en question dont vous êtes en train de rire intimement entre vous? Qu'est-ce que ça fait sur votre considération pour ces gens-là? Comment est-ce que ça peut jouer finalement sur la prochaine fois que tu vas, je sais pas, te retrouver dans une situation où, ben, c'est de valeur, on n'est plus l'Halloween, puis là, la personne qui est devant toi, ben, tu dois la prendre au sérieux. Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, il y a tout ça qui doit être pris en compte, puis je pense que, honnêtement,
Ben moi, ça me fait juste pas rire. Il y a ça aussi, très personnellement. Mais je pense que Les costumes d'Halloween, c'est pas ton style d'humour favori. Ben oui, non. En fait, j'aime bien ça, l'Halloween. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est rare que le costume, c'est l'affaire la plus drôle du monde. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Fait que c'est pourquoi. C'est pour se moquer. Je sais pas. Je trouve que c'est un peu... Mais j'avais jamais vu ça, ce point de vue-là, de si tu te permets de déguiser en, je sais pas moi, en personnage... Même si personne va le voir. Je comprends. Si tu te mets dans un mindset où tu te dis, genre, finalement, ces gens-là sont... Bah, c'est pas grave, ces gens, tu sais... Je sais pas. C'est drôle parce que moi, j'ai toujours... Ça m'a jamais dérangé, les accents. Jusqu'à temps je joue au basket avec une personne qui riait de mon accent québécois. OK. Mais très méchamment. Ouais. Puis là, ça a changé toute ma perspective. Ouais. Quand il faut que tu fasses attention... Il y a du mépris, là. Ça a tout changé. Moi, les accents, ça m'a toujours dérangé. Puis je pense que ça vient aussi avec le fait d'avoir deux parents qui ont des accents et d'avoir entendu des gens qui rient de tes parents, des gens de ta famille, en utilisant ce vecteur-là, l'accent. Fait que, tu sais, pour moi, ça n'a jamais été anodin. Ça a toujours été... Si quelqu'un fait cet accent-là, c'est parce que il trouve soit qu'on est cave, soit qu'il veut rire de nous, et ainsi de suite. Fait que ça a toujours été... Ça n'a jamais été neutre. Je comprends. C'est ça. Je pense que... Mais bon, tu sais, je suis pas du tout... Je sais pas, là. Moi, c'est pas cas. On trouve super intéressant. Ou on peut te lire, ou on peut t'entendre, ou aussi qu'on peut continuer à... Alors, pour me lire, souvent, ça va être dans la revue Liberté. Je suis sur le comité de rédaction de la revue Liberté. Pour m'entendre, je sais pas, ces temps-ci, je parle pas beaucoup. Vraiment pas. Faudrait que j'apprenne de toi. Ah, c'est génial. Je reste dans mon petit coin, mais c'est parce que la vérité, c'est que j'essaie de finir ma thèse. Fait que je suis un peu moins out there. Mais c'est ça, pour me lire régulièrement, pour lire mes niaiseries, c'est sur Twitter. C'est pas des niaiseries, c'est le fun. Tu tweets bien, j'aime ça. Puis sinon, la revue Liberté, oui, je pense que c'est là que vous avez le plus de chances de me croiser, mettons. Yeah. Ouais. Ça m'intéresse parce que moi, j'ai très peu d'études, fait que ça me fascine. C'est une thèse là, de doctorat. En quoi ça consiste? Ça prend combien de temps? C'est combien de pages? C'est combien combien de fois tu le refais? À combien de mètres t'es du résultat final? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, tu sais, c'est comme n'importe quelle tâche, là. Ça dépend tellement de la personne qui l'a fait. Moi, j'ai l'impression que, en ce qui me concerne, c'est par phase. Tu sais, il y a des mois où j'écris... presque rien. Là. Des fois, puis il y a des journées où des fois j'écris une phrase, puis je me dis, je vais y penser à celle-là. Puis il y a des semaines où j'écris 10 pages. Tu sais, peut-être je vais revenir dessus, changer ça. Fait que, je sais pas, je pense que c'est pas vraiment réaliste de penser que ça va pas prendre quelques années. Mais après, il y a des gens qui font ça en 5 ans. Il y en a qui le font en 8 ans, 9 ans. Ça dépend si tu fais d'autres trucs à côté. Moi, je pense que c'est sain de faire d'autres affaires. Là. Sinon tu te... Comment dire? Tu peux virer fou avec ça. Moi, je pense que oui. J'ai... mon ami Philippe Audrey, il y a deux professeurs d'université, puis il disait des thèses de doctorat, c'est un investissement corps et âme. Là. Ah ouais, c'est quand même de la job. Puis tu sais, je veux dire, on en rit un peu, parce que c'est vrai que tu peux virer fou, mais il y a des réels enjeux de santé mentale qui viennent avec ça. Là. Ça fait que faire d'autres activités, gérer son temps, puis avoir vraiment envie. Moi, mon directeur à la maîtrise m'avait donné un conseil fort utile que j'ai utilisé pour me lancer dans le doctorat puis que je risque de réutiliser encore après. C'est trop long pour que ce soit pas quelque chose qui te fâche. Ça peut pas être quelque chose que t'aimes. Faut que ça te fâche. Sinon, à un moment donné, tu vas te tanner. Puis ça, ça fait en sorte que de semaine en semaine, j'ai encore envie. T'sais. Ah, c'est brillant, ça. Ouais. Ah, je trouve que c'est une belle manière de finir. Merci énormément de ton temps. Merci ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Plaisir.